Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui le cours de pharmacologie générale sous forme de présentation PPT de manière similaire qu'en présentiel. Je vais essayer de parler avec un rythme ralenti pour que vous puissiez suivre sereinement toutes les parties de ce cours. Donc, il est donc utile de savoir que ce cours est destiné aux étudiants de licence SVI et 6 qui doivent connaître et savoir utiliser des médicaments de manière optimale et surtout interpréter les résultats de la recherche en pharmacologie générale. Je vais faire l'impasse sur deux parties. La partie de la pharmacocinétique qui va être faite ou réalisée par un autre professeur et la partie de la pharmacologie spéciale qui est plus consacrée aux étudiants de médecine qui doivent connaître les différentes catégories de classes thérapeutiques des médicaments. Nous allons continuer avec le plan du cours, donc qui va commencer par des définitions générales et notamment celles de la pharmacologie, la pharmacodynamie, le médicament, la toxicologie, etc. Et nous allons passer donc aux agonistes-antagonistes, donc à tout ce qui concerne les récepteurs. Et comme troisième partie, quelques applications d'antagonistes et agonistes en tant que médicaments. Donc, et comme première définition, bien sûr, la pharmacologie, qui est une discipline carrefour qui touche à la fois la pharmacie, la chimie, la biologie, la génétique, la thérapeutique et bien d'autres sciences. Elle-même se subdivise en spécialités multiples. La pharmacologie moléculaire, la pharmacocinétique, la pharmacologie des populations, la pharmacogénétique, etc. Donc en fait, la pharmacologie, c'est une science qui étudie les médicaments. Son étude est capitale en médecine puisque le médicament constitue l'outil principal et crucial pour remédier aux maladies. On va enchaîner par la pharmacodynamie, qui s'intéresse aux perturbations physiologiques provoquées par les médicaments sur l'organisme sain ou malade. C'est la branche la plus active et la plus riche de la pharmacologie. Elle tend à expliquer l'action exercée par les médicaments sur l'organisme en relation avec des perturbations de mécanismes biochimiques ou physiologiques. Quant à la toxicologie, c'est une branche qui est aussi importante que la pharmacologie. Elle a pour but d'étudier les effets nocifs des médicaments, leurs conséquences sur l'organisme. Donc, ces effets se manifestent lorsque le médicament possède des actions indésirables ou des effets secondaires, mais inséparables de son effet thérapeutique, ou des fois quand le dosage est trop élevé, ou d'autres fois quand un individu se révèle particulièrement sensible au traitement, ou encore, il y a des effets secondaires qui apparaissent suite à des propriétés pharmacologiques inhabituelles. On arrive aux médicaments, ça pourrait être une substance naturelle, semi-synthétique ou entièrement synthétique dont la structure chimique est élucidée et ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Le médicament est souvent un analogue d'un médiateur chimique endogène dont il mime ou supprime l'effet. Donc on peut avoir des agonistes cholinergiques, on peut avoir des antagonistes cholinergiques dans le cas de l'acétylcholine ou dans le cas par exemple de la dopamine ou dans le cas de l'adrénaline. Donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples de médicaments qui sont sur le marché qui peuvent être soit des antagonistes à ces récepteurs-là ou des agonistes. Donc, on peut avoir aussi des médicaments qui sont d'origine animale ou végétale ou d'origine des microbiens. Par exemple, la pénicilline, c'est un antibiotique qui est développé à partir d'un champignon, Penicillium notatum. Et pour les végétaux, on a l'exemple de la morphine qui est extraite du pavot. Donc, c'est un analgésique de niveau 3 ou du palier 3 de l'OMS. C'est un alcaloïde principal de l'opium. Et au niveau animal, on a l'insuline ou hormone de croissance, par exemple. Il y a en fait plusieurs définitions du médicament. Tout dépend de la personne qui définit ce médicament. Donc, pour un scientifique, le médicament, c'est une entité moléculaire. Ça peut être petite, grosse, naturelle ou synthétique, qui après administration à un être vivant interfère avec des processus biologiques ou pathologiques de telle manière que l'effet final présente un intérêt thérapeutique. Ces entités sont appelées principes actifs. Alors donc, pour résumer, pour un scientifique, le médicament, ça se résume en principe actif. Pour un pharmacien, c'est une forme pharmaceutique galénique, c'est-à-dire c'est une formulation. Ça peut être des comprimés, comme les capsules, des sirops, des suppositoires, etc., contenant un ou plusieurs principes actifs accompagnés d'excipients ou d'adjuvants destinés à obtenir une forme administrable pour l'homme. Pour le médecin, c'est tout simplement un outil thérapeutique à sa disposition pour justement remédier aux maladies de ses patients. On va enchaîner avec les dénominations des médicaments, c'est-à-dire les appellations des médicaments. Donc, la dénomination scientifique pour les substances chimiques définies
Elle doit suivre les règles de nomenclature fixées par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, mais en général trop compliquées pour être utilisables par les médecins. Dénomination commerciale, il s'agit de noms faisant l'objet de marques déposées propriété de personnes ou de sociétés correspondant soit à un principe unique, soit à un mélange. Donc c'est une dénomination commerciale qui peut varier d'un pays à l'autre en fonction des sociétés ou des fabricants du pays. Mais le principe actif reste dans la majorité des cas le même entre le pays, mais juste le nom change. Dénomination commune internationale, afin de pallier aux inconvénients respectifs présentés par les dénominations scientifiques et par les dénominations commerciales. Donc, il a été attribué à chaque principe actif utilisé en thérapeutique un nom simple et utilisable dans tous les pays. Quant aux catégories des médicaments, il y a des produits officinaux, c'est-à-dire les médicaments que les pharmaciens doivent détenir dans leur officine, dans leur pharmacie, et dont les caractéristiques sont décrites dans un livre qui est de force loi, c'est la pharmacopée, qui comprennent donc des drogues telles qu'elles ont été définies, par exemple l'opium officinal, ils ont la morphine, la codéine, etc. On a aussi ce qu'on appelle les préparations magistrales. Il s'agit de médicaments destinés à un seul malade, un seul individu, dont la composition est indiquée par le médecin et qui sont préparés extemporanément par le pharmacien. Troisième catégorie et la plus connue, ce sont les médicaments qu'on achète avec leur emballage chez le pharmacien. Ce sont les spécialités pharmaceutiques. On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Chaque spécialité reçoit une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé. Nous allons passer désormais à une notion très importante en pharmacologie, c'est la fourchette thérapeutique ou l'intervalle thérapeutique, qui correspond à un intervalle entre deux seuils. Le seuil inférieur qui correspond à l'inefficacité du traitement et au seuil supérieur qui correspond à la toxicité du traitement. Donc pour le seuil inférieur, donc si on passe en dessous de ce seuil, le traitement n'agit plus. Si on passe au-dessus du seuil supérieur, le traitement devient toxique. Donc plus la fourchette thérapeutique est large, plus on prend le traitement de manière sereine. Plus la fourchette thérapeutique est petite, plus le traitement est dangereux. Il faut faire attention dans la dose et dans la posologie. On va enchaîner maintenant avec une autre notion qui est celle de l'index thérapeutique qui permet de comparer les substances entre elles au niveau de leur effet thérapeutique et toxique. Et c'est aussi un rapport de la dose toxique chez 50% de la population, qui peut être une dose létale chez 50% de la population, sur la dose qui est efficace chez 50% de la population. Pour que ce rapport soit pertinent, il faut que les courbes de toxicité et les courbes d'efficacité soient parallèles. Cette notion est cependant importante car plus cet indice ou cet index est élevé, plus le médicament peut être prescrit avec sécurité. En revanche, plus elle est faible, plus le médicament sera difficile à utiliser. C'est le cas de la guaicoxine, comme d'autres médicaments, comme les anticancéreux. Une autre notion très importante, c'est la marge de sécurité. Elle est définie comme le ratio ou le rapport de la dose requise pour causer une toxicité dangereuse chez un pourcentage très faible d'individus, c'est la DT1 ou la dose toxique à 1%, à la dose requise pour améliorer un état ou un symptôme, comme par exemple le mal de tête, dans une proportion très large d'individus, c'est la dose efficace 99. Donc en fait, la marge de sécurité, c'est une formule, c'est un rapport entre la dose toxique 1% sur la dose efficace 99%. Plus cette valeur est importante, moins les risques de toxicité sont importants. Nous allons passer maintenant à la variation de l'effet du médicament après des administrations répétées. Donc on peut avoir trois cas de figure. Un effet inchangé, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que l'effet du médicament reste identique lorsqu'il est administré d'une façon répétée chez un individu sain. Le deuxième cas de figure, c'est l'effet diminué, lorsque l'effet obtenu décroît progressivement au cours d'administrations successives et rapprochées du médicament. On dit dans ce cas-là qu'il y a désensibilisation des récepteurs. Et on va expliquer davantage cet aspect-là dans la partie des récepteurs agonistes et antagonistes. Par exemple, s'il y a une tolérance à la morphine chez les addicts à la morphine, on les appelle les morphinomanes, qui utilisent des doses de plus en plus élevées pour compenser
la perte de l'efficacité de la morphine. Le troisième cas de figure, c'est l'effet augmenté. Ce cas est assez exceptionnel et résulte en général de l'accumulation progressive de médicaments dans l'organisme en raison de l'inhibition de son catabolisme ou d'une posologie excessive. Pour conclure cette partie, l'objectif final est d'obtenir un rapport bénéfice-risque favorable aux malades et en pratique, c'est d'administrer le médicament approprié à la bonne dose, à la bonne posologie, pendant la bonne durée de traitement avec un maximum d'effets thérapeutiques bien sûr et pas ou avec un minimum d'effets indésirables. Nous allons attaquer maintenant la deuxième partie de ce cours qui va concerner les agonistes et antagonistes et leurs cibles d'action qui sont les récepteurs. Alors ces récepteurs-là sont généralement des enzymes ou des protéines de transport. L'interaction du médicament avec son site d'action va entraîner via des mécanismes de signalisation intracellulaire ce qu'on appelle un effet pharmacologique, suivi généralement d'un effet thérapeutique. Pour comprendre les mécanismes d'action des médicaments, nous allons étudier dans un premier temps les récepteurs et leurs ligands, agonistes et antagonistes, et les différentes sous-classes de ces ligands. Et comme deuxième point, les méthodes d'étude de l'interaction ligand-récepteur. Et comme troisième point, donc la quantification de l'effet pharmacologique des agonistes et des antagonistes via ou par le biais de la méthode expérimentale fonctionnelle. Nous allons définir maintenant les récepteurs qui sont des entités intracellulaires capables de reconnaître et de fixer de façon spécifique des médiateurs ou ligands qui peuvent être à l'intérieur de l'organisme endogène ou à l'extérieur de l'organisme exogène. Alors la fixation du médiateur déclenche généralement une réponse biologique obtenue par l'intermédiaire d'un amplificateur et d'un effecteur, exemple protéine G. Et la dénomination ou l'appellation des récepteurs se fait à partir de leur ligand usuel. Par exemple, les récepteurs bêta-adrénergiques, ce sont des récepteurs à adrénaline, donc sous-classe des bêta-récepteurs. Récepteurs cholinergiques, ce sont des récepteurs à acétylcholine. Il y a aussi des récepteurs à benzodiazépine, ça s'appelle des récepteurs benzodiazépiniques. Des récepteurs, par exemple, à opiacés, ce sont des récepteurs opioïdergiques, etc. Alors, comment ces médicaments marchent schématiquement ? En fait, toute molécule active réagit avec une entité moléculaire, le récepteur. L'action pharmacologique induite par l'interaction du médicament à son récepteur engendre une séquence d'événements cellulaires que l'on peut schématiser comme suit. Le médicament, quand il se fixe sur son récepteur, donc le M, c'est le médicament, le R, c'est le récepteur, va former un complexe MR qui est médicament-récepteur. Cette interaction va enclencher une action pharmacodynamique. Cette action pharmacodynamique va être traduite en effet thérapeutique. On prend l'exemple d'un antihypertenseur, c'est-à-dire un médicament qui va baisser la tension artérielle, d'accord, au niveau de l'organisme, va être administré à un patient qui est hypertendu. Donc, l'action pharmacodynamique recherchée, c'est en fait la baisse de la tension artérielle. Et l'effet thérapeutique recherché, c'est la diminution des symptômes de l'hypertension artérielle, à savoir les céphalées, les bourdonnements d'oreilles, les vertiges, etc. Nous allons commencer par la première catégorie des récepteurs, les récepteurs canaux, qui sont localisés bien sûr dans la membrane plasmique, ils sont transmembranaires, ils sont classés en deux sous-classes, récepteurs canaux cationiques et les récepteurs canaux anioniques. Alors pour les récepteurs canaux cationiques, ce sont par exemple les récepteurs cholinergiques de type nicotinique avec canal ionique sodique, il est présent au niveau du système nerveux et des muscles squelettiques. On peut avoir aussi des récepteurs de la sérotonine, des récepteurs du glutamate et de l'aspartate. Alors en fait, l'ouverture des canaux cationiques favorise l'entrée de sodium et ou du calcium dans la cellule. Il entraîne une dépolarisation, une augmentation de l'excitabilité. Deuxième sous-classe des récepteurs canaux anioniques, comme le canal chlorure, c'est le moins. Donc par exemple, le récepteur GABAergique, qui est par excellence inhibiteur, comme vous le savez,
auxquels sont associés les récepteurs benzodiazépines qui modulent l'ouverture du canal perméable aux ions chlore. Donc, on a aussi les récepteurs de la glycine qui favorisent aussi l'ouverture des canaux chlore. Donc, en fait, la pénétration des ions chlore dans la cellule augmente sa polarisation et diminue son excitabilité. Alors, pour le premier cas, des récepteurs canaux cationiques, ils sont excitables par excellence, c'est-à-dire ils rentrent dans l'excitation du système nerveux et aussi des autres organes périphériques. Et pour les récepteurs canaux anioniques, comme le canal chlore, c'est généralement des récepteurs qui sont impliqués dans le cas de l'inhibition. D'accord? Donc, ce sont des différents effets thérapeutiques qui sont liés à ces médicaments-là qui vont se fixer sur ce type de récepteur à canal. Donc, dans la même optique, un autre exemple de récepteur ionique de type cationique, donc le récepteur nicotinique, qui est en fait un récepteur cholinergique. On retrouve deux sous-classes de récepteurs cholinergiques nicotiniques, qui est donc cette représentation schématique que vous avez dans la diapositive, et les récepteurs muscariniques, qui sont en fait des récepteurs métabotropiques. Ce sont des récepteurs à protéines. Alors, concernant ce récepteur nicotinique, c'est un récepteur donc cationique, dont le sodium et le potassium sont les ions donc qui vont intervenir justement dans cette excitation de ce récepteur-là. Il est composé de 5 unités, comme vous le voyez sur la diapositive. Donc, nous allons vous montrer sur ces diapositives un exemple de neurotransmission cholinergique. Pour rappeler le récepteur nicotinique que nous avons déjà expliqué dans une diapositive précédente. Donc, au niveau de cette diapositive, nous allons donc expliquer l'influx nerveux, la biosynthèse de l'acétylcholine et l'effet de l'acétylcholine au niveau des récepteurs postsynaptiques nicotiniques. Donc, l'acétylcholine est produite à partir d'une estérification en présence d'un facteur, l'acétyl-CoA, et de l'enzyme acétyltransférase qui va produire l'acétylcholine et qui va la stocker dans des vésicules présynaptiques. On attend donc qu'un influx nerveux arrive, donc un message nerveux arrive. Ce message nerveux, généralement, c'est via donc l'entrée massive du calcium qui va demander donc aux vésicules de faire sortir l'acétylcholine à l'extérieur de la synapse dans la fente synaptique. Il va se fixer, donc une partie de l'acétylcholine va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques et va induire l'effet pharmacologique et l'effet thérapeutique recherché. Et une partie va être dégradée en choline et en acide acétique pour rentrer encore une fois dans le neurone, resynthétiser en acétylcholine et restocker dans les vésicules synaptiques en attendant un autre message nerveux. Comme vous voyez sur la gauche en bas de la diapositive, il y a un potentiel d'action. En cas de neurotransmission cholinergique, généralement le potentiel d'action est à moins 70 mV au repos. Une fois le message nerveux excitateur est là, donc on a une dépolarisation et après qui arrive jusqu'à plus 40 mV. Et après la dépolarisation, on a une repolarisation, donc un relâchement et une hyperpolarisation et un retour à la normale. Donc, il y a toujours une excitation et après l'excitation, il y a un retour à la normale pour qu'il y ait une resynthèse d'acétylcholine en attendant un autre message nerveux et ainsi de suite. C'est l'homéostasie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibre au niveau de l'organisme. Une autre catégorie de récepteurs après les récepteurs à canal ionique, les récepteurs métabotropes, ils sont couplés aux protéines G. Leur stimulation induit une interaction donc du récepteur avec une protéine G, ce qui induit ensuite donc une production de second messager. À l'AMP cyclique, il y a du calcium, etc. Alors, exemple, on a des récepteurs cholinergiques de type muscarinique. Nous allons traiter au niveau de cette diapositive un autre type de récepteur enzyme. Donc, ils associent sur une même protéine de la membrane plasmique une fonction réceptrice, il lie le médicament, une fonction enzymatique, donc catalytique, et ça donne un effet pharmacologique. Donc, la fixation du médicament sur le récepteur module l'activité enzymatique. On prend l'exemple du récepteur de l'insuline, qui est un récepteur à activité tyrosine kinase. On a aussi d'autres récepteurs à activité phosphatase kinase. Et on a aussi la cyclooxygénase, qui est aussi une enzyme cible. C'est la cible thérapeutique de l'aspirine.
Et on a aussi d'autres types d'antidépresseurs qui ont une cible thérapeutique enzyme, donc un récepteur enzyme, l'IMAO, donc la monoaminooxydase B. La dernière catégorie des récepteurs, c'est celle des récepteurs nucléaires. Ce sont des récepteurs qui se trouvent au niveau du noyau. Donc, exemple de médicaments qui agissent sur les récepteurs des hormones thyroïdiennes et aussi qui agissent sur les hormones stéroïdiennes. On prend par exemple le cortisol, qui est un médicament qui est anti-inflammatoire par excellence et se fixe sur le récepteur qui est cytosolique, donc au niveau du cytosol de la cellule, et après il fait une translocation du cytosol vers le noyau. Donc après il se fixe sur le noyau et induit des modifications de la transcription de certains gènes responsables de l'inflammation, et par la suite la synthèse des protéines qui vont agir dans l'inflammation, donc l'atténuation de l'inflammation. Donc ceci va être impliqué dans l'effet anti-inflammatoire qu'on connaît des cortisol ou des corticoïdes. Après avoir expliqué de manière approfondie les types de récepteurs sur lesquels agissent les médicaments, nous allons enchaîner maintenant avec les médicaments eux-mêmes. On les appelle des ligands. Alors, un médicament veut dire ligand. Donc, un ligand, c'est une substance qui va se fixer sur des cibles. Les cibles, ce sont des récepteurs. Alors, ces ligands-là peuvent tenir deux rôles principaux. Ils peuvent être agonistes comme ils peuvent être antagonistes. Alors, agoniste veut dire que ces ligands vont se lier à un récepteur, ils vont induire une action pharmacologique ou biologique et va être traduite après par un effet thérapeutique, bien entendu. Exemple, la morphine qui va se fixer sur les récepteurs opioïdergiques de type mu. Il va nous donner un effet pharmacologique qui va atténuer en fait la douleur et un effet thérapeutique qui est celui de l'effet analgésique connu dans la médecine. Alors pour l'antagoniste, donc le médicament va se lier au récepteur, mais il ne va pas induire d'action biologique ni pharmacologique, même s'il y a présence d'un agoniste endogène ou exogène. Donc la différence entre les deux ligands, c'est qu'il y a une action pharmacologique ou une action biologique suite à la fixation de l'agoniste sur son récepteur. Il n'y a pas d'action biologique suite à la fixation de l'antagoniste sur son récepteur. On va enchaîner maintenant par le premier type de ligand agoniste. Donc c'est un ligand d'un récepteur capable de mimer une réponse cellulaire de type physiologique. Donc il peut s'agir d'un ligand endogène ou exogène auquel il induit simplement la réponse dite physiologique du récepteur. Donc s'il est endogène, il peut induire une réponse physiologique du récepteur. S'il est exogène, il va induire une réponse biologique suite à la fixation du médicament sur le récepteur. Dans la catégorie des agonistes, donc il existe plusieurs types, agonistes directs. Alors ces substances se lient directement sur le récepteur et induisent un effet pharmacologique. Exemple, la noradrénaline qui se fixe sur les récepteurs bêta-adrénergiques au niveau cardiaque par exemple vont induire un effet biologique ou un effet pharmacologique qui est celui de l'accélération cardiaque. C'est ce qu'on appelle au niveau thérapeutique la tachycardie. On va passer à une autre catégorie d'agonistes, ce sont les agonistes indirects. Alors ces substances ne sont pas réellement des agonistes au vrai sens du terme, mais cette notion est très répandue en médecine. Ils n'ont pas d'action sur le récepteur directement, mais augmentent l'activité de l'agoniste direct. On prend l'exemple de l'acétylcholine. Alors normalement, une fois l'acétylcholine fixée sur son récepteur directement, par exemple nicotinique, il va agir et va induire son effet pharmacologique qui est dans le cas du système nerveux central, ça va donner un effet excitateur. Au niveau cardiaque, ça va donner un effet inhibiteur. Et au niveau du tube digestif, ça va donner un effet excitateur. Donc, on prend l'exemple d'un médicament commercialisé sous le nom de prostegmine ou son nom scientifique, la néostegmine. Alors, son rôle, c'est un agoniste indirect, c'est-à-dire il va
Donc, en regardant la diapositive, la représentation schématiquée sur la diapositive des agonistes indirects, donc cette myostigmine, c'est en fait un inhibiteur de l'enzyme qui détruit l'acétylcholine, qui s'appelle l'acétylcholinestérase. Donc, va inhiber cette enzyme-là qui va dégrader l'acétylcholine. Si on ne dégrade pas l'acétylcholine, cette acétylcholine qui est en fait un ligand direct des récepteurs nicotiniques va se fixer sur le récepteur nicotinique et va nous donner l'effet qui est demandé à l'acétylcholine. Donc cette néostigmine ou prostigmine, c'est un médicament qui agit dans le cas de la myasthénie. Parce que si on a un faible taux d'acétylcholine, on se sent fatigué, on se sent très faible. Donc, ce médicament vient pour remédier, en tant qu'agoniste indirect, remédier à cette faiblesse musculaire, à cette fatigue musculaire, en inhibant l'enzyme de l'acétylcholinestérase qui va détruire l'acétylcholine et qui va laisser l'acétylcholine se fixer sur son récepteur et donner cet effet pharmacologique qui est en fait excitateur. Donc, on va être plus énergique. On continue toujours dans les agonistes indirects et on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer où on retrouve un déficit accru dans la neurotransmission cholinergique. Dans ce cas, on utilise un inhibiteur de l'acétylcholinestérase de la même manière que la néostigmine, comme la rivastigmine, pour augmenter cette neurotransmission.